Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 2 livres fantasy et d'un livre fantastique jeunesse. Ce livre fantastique jeunesse, il s'agit de Minus contre Minos de Anne Schmoch. Alors j'espère que je le prononce bien, par avant je m'excuse. Des éditions Sarbacane dans leur collection Pépix. Ensuite je vous parlerai du tome 8 de l'épouvanteur Le Destin de l'épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayard Jeunesse. Et on terminera avec Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, paru chez La Martinière J-Fiction, et c'est le tome 2 de Un palais d'épines de rose. On commence tout de suite avec cet e-book que j'ai eu grâce à la maison d'édition Sarbacane, donc un grand merci à eux. Dans cette histoire, nous allons suivre Minus, c'est son petit surnom, mais en vrai il s'appelle Thésée, qui est un garçon, quoi de plus banal, qui n'est pas forcément plus populaire, qui ne va pas partir en vacances dans des destinations de rêve, non, il va rester dans sa petite banlieue parisienne avec son meilleur ami Alban à s'organiser un marathon de baby-foot. Thésée, alias Minus, est raide amoureux d'Ariane, une jeune fille qu'il voit à l'école, mais il n'a jamais osé l'aborder, jusqu'au jour où il va avec Alban commettre une petite blagounette, on va dire, contre Minos, un caïd du quartier qui se balade toujours avec sa bande de motards. Et il va s'associer un petit peu avec Ariane pour déjouer les plans de Minos. Si tous ces noms, Ariane, Thésée, Minos, vous disent quelque chose, ce n'est pas pour rien. On reprend ici le mythe de Thésée avec le Minotaure dans le labyrinthe, avec le fil d'Ariane, etc. Toute cette mythologie est reprise ici sous forme de roman jeunesse avec des personnages très très jeunes, mais on a tous les ingrédients qui font qu'on retrouve ce mythe-là. Donc de ce point de vue, c'était assez bien joué. Je dois bien vous avouer que quand j'ai commencé ce livre, je ne voyais vraiment pas le rapport entre Thésée, Minos, Ariane. Voilà, on commençait une histoire tout à fait banale. Et au fur et à mesure, le Minotaure arrive. Alors je vous laisse découvrir, c'est une aventure extraordinaire dans les égouts de Paris, dans les catacombes. Bref, c'était une aventure très sympa à lire. Et j'ai trouvé que ça donnait envie d'en connaître plus sur le mythe de Thésée, de faire des recherches, parce que moi, dès que j'ai refermé ce bouquin, eh ben, je suis allée me renseigner, je suis allée voir ce que disait la légende. Et bah, je vous dirais que si ça donne envie aussi aux plus jeunes de se plonger dans la mythologie, c'est gagnant-gagnant. C'était plutôt agréable à suivre, les personnages sont plutôt mignons, à part Ariane qui a un franc-parler très inhabituel pour une jeune fille, mais je vous rassure, il n'y a pas de gros mots ou quoi, c'est tout avec des têtes de mort. C'est assez marrant d'ailleurs. Voilà, c'était sympa, c'était pas révolutionnaire, mais j'ai trouvé qu'allier la mythologie grecque à un roman plein d'action, c'était très agréable, très intéressant, et ça donnait envie de se plonger dans la mythologie de Thésée, d'Ariane, du Minotaure. Et j'ai beaucoup aimé le Minotaure. Vous allez me dire comment on peut aimer un personnage qui est monstrueux, qui est méchant par essence. Eh ben je vous le laisserai le découvrir parce que ce Minotaure là, il est quand même pas commun et il est plutôt sympa. Voilà, je vous conseille, c'est vraiment une lecture très rapide, très mignonne, mais qui fait réfléchir et qui fait se poser des questions sur la mythologie grecque. On continue avec une autre lecture jeunesse que j'ai fait pour le mois de la fantaisie. Ça a été ma première lecture que j'ai fait en lecture commune avec Marilyn Titoumamax, puisqu'on se fait cette saga en commun. On est déjà au tome 8 et j'ai adoré ce tome 8. Vraiment, je crois que c'est un de mes préférés de la saga. On continue à suivre Tom, on continue à suivre l'épouvanteur. Il y a toujours Alice qui les accompagne. Ils sont toujours... comment dire, recherchés par les forces obscures. Ils se sont exilés hors du comté puisque la guerre fait rage à ce moment-là. Ils partent en Irlande dans ce tome-ci, donc encore une destination qu'on ne connaît pas, un folklore que l'on va découvrir, un nouveau folklore avec des nouvelles créatures obscures. Et ce tome est particulièrement haletant. Il ne se passe pas une page sans qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une aventure. Je l'ai trouvé passionnant, vraiment.
Il y a certains tomes qui sont plus lents que d'autres, celui-là va à toute vitesse et il est génialissime. Parce que, encore une fois, Tom et Alice sont en danger, que l'épouvanteur n'est jamais présent. Mais comme d'habitude, en fait, j'ai l'impression que dès qu'il se passe quelque chose, l'épouvanteur part, fuit. C'est un sacré lâche. Et ça m'a bien fait rire parce que il a une réflexion tout en début de ce tome en disant à Tom « Bon, maintenant, il va peut-être falloir que tu te débrouilles un peu seul parce que tu achèves bientôt ta formation d'épouvanteur et... » Non mais c'est une blague. Sérieusement, depuis le début de ses aventures, Tom il est seul. À chaque fois, c'est lui qui sauve tout le monde et il est seul. L'épouvanteur n'est jamais là. Il n'est jamais là. Et ce tome ne fait pas exception à la règle puisque l'épouvanteur, dès qu'il arrive une merde à Tom, eh ben on le voit plus. Et qui c'est qui sauve les fesses? C'est Grimalkin. C'est une sorcière qui va sauver les fesses. Et pas l'épouvanteur. C'est quoi ce délire? Voilà, on a une tension supplémentaire. Il va se passer quelque chose, il va arriver quelque chose à un personnage principal. Moi, ça m'a retourné le cœur. J'étais tellement peinée, c'était affreux. J'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle. Ce tome-ci, j'ai l'impression qu'on termine une histoire qu'on a commencé bien des tomes avant. Et c'est pas si mal. J'ai vraiment presque l'impression qu'on pourrait terminer l'aventure ici. Mais j'ai toujours et encore envie de savoir ce qui va arriver à Tom, à Alice et les autres. Et le prochain tome est sur Grimalkin. Cette sorcière très étonnante, très étrange. Donc j'ai hâte de lire le prochain tome, mais celui-là était vraiment génial. Après, je vais vous rapporter les paroles de Marilyn, puisqu'elle ne s'exprime pas ici. Et voilà, elle ne peut pas le faire. Elle trouve que, comme c'est une lecture jeunesse, toujours pareil avec l'écriture de Joseph Delaney, on va très vite. C'est haletant, etc. C'est bien. Mais d'un côté, on passe trop vite sur des actions qui pourraient nous faire ressentir des choses beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que on est attaché un petit peu au personnage, mais on passe tellement vite sur les actions qu'on n'a pas le temps d'avoir peur, on n'a pas le temps de vraiment stresser pour eux. Ça va trop vite. Et je dois bien dire que je la rejoins un petit peu sur ça, même si j'ai quand même eu peur, j'ai quand même eu vraiment de la peine pour un personnage, mais c'est vrai que ça va très vite. C'est l'avantage, c'est aussi un inconvénient. Et le dernier livre que je vous présente, il s'agit d'Un palais de colère et de brume, qui m'a occupé une bonne semaine, mais en même temps, ça se voit pas comme ça, hein, mais il fait plus de 700 pages. Je dois bien avouer que je l'avais commencé avant le mois de la fantaisie, j'avais lu les 200 premières pages et j'étais pas emballée du tout. J'étais pas emballée parce que il ne se passait rien. Vraiment. Donc, pour ce mois de la fantaisie, j'ai recommencé du début, j'ai lu un petit peu en diagonale les 200 premières pages pour me remettre en mémoire, et j'ai continué. Et en effet, ça s'améliore après. Et j'ai retrouvé ce que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, c'est-à-dire quelque chose de très addictif, les pages se bouffaient. Et je vous rappelle qu'on suit Fer, en fait, qui est une jeune fille qui, à la suite d'une chasse, va tuer un énorme loup qui s'avère être un faillé. Et les autres faillis vont venir la récupérer chez elle pour la punir, en fait, d'avoir tué un faillé, vont la ramener dans leur monde à eux. Et voilà, Fer va découvrir ce monde. Mais ce tome 2 est exclusivement tourné sur le personnage de Rhysand qu'on découvre à la fin du tome 1. Et voilà, forcément, on le découvre, on apprend à le connaître, on apprend ses forces, ses faiblesses, on découvre sa cour, ses amis. Donc on s'attache forcément à Rhysand. Je comprends tous ceux qui sont team Rhysand. Moi, pour ma part, j'adore Rhysand, c'est sûr. Plus que Tamlin quand on voit ce qui se passe avec lui. Mais je trouve que l'auteur a un peu forcé le truc. Dans le tome 1, elle nous a fait adorer Tamlin. Et forcément, dans ce tome 2, on ne voit que Rhysand. On voit tous les travers de Tamlin. Donc forcément, Tamlin n'est pas forcément là pour se justifier. Ouais, c'est trop facile. C'est trop facile de nous faire retourner tout notre avis sur Tamlin. Avec ce tome 2, Fer m'a un petit peu agacée, je dois dire. Mais elle reprend ce rôle de femme forte qu'on ne connaissait pas vraiment dans le tome 1, parce que dans le tome 1, elle était in love de Tamlin et elle se laissait un petit peu marcher sur les pieds, enfin bon bref. Là, ça y est, elle se rebelle
Elle est plus intéressante, c'est sûr, moins carpette, hein, on va dire. Mais après, est-ce qu'il se passe énormément de choses? Oui, il se passe des choses. Moi, ce que je reprochais au tome 1, c'est qu'il n'y avait pas assez de développement de l'univers. On nous vendait ce livre comme un livre de fantasy, mais pour moi, c'était une romance. Parce que le côté fantasy n'était pas vraiment développé. Ok, il y avait le monde des humains, le monde des faées, la cour du printemps, la cour sous la montagne, et basta. Il n'y avait rien d'autre. Et pour moi, ce n'était pas assez approfondi. Là, enfin, on a approfondi les choses. On voit qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a ce roi Hiberne qui veut attaquer les humains, qui veut abattre ce mur qui les protège. On a les différentes cours qui se tirent dans les pattes. On a un secret que protège Rhysand. On a énormément de choses. On a une quête vraiment dans ce tome-là. Il va falloir aller chercher quelque chose, détruire quelque chose. Bref, c'est beaucoup plus complet. On est moins tourné sur la romance. Alors oui, il y en a encore. Toujours. Mais comment vous dire, c'est ce qui a fait le succès du tome 1. Forcément, il fallait bien que dans le tome 2, on continue avec de la romance. C'était obligé. Mais j'ai passé un très bon moment si on met de côté ces 200 premières pages qui ne m'ont pas du tout convaincue. Où je trouvais ça lent, mou, il ne se passait rien. Voilà. J'espère avoir pu vous éclairer. C'est pas un coup de cœur comme ne l'était pas le premier tome. C'est une très bonne lecture, ça se lit très vite, c'est sûr. Et oui, maintenant je préfère faire Rhysand à Tamlin. Mais la fin de ce tome promet un tome 3 plutôt savoureux. Oui, je pense. Parce que là, il y a un sacré retournement de situation à la fin. Et ça nous laisse un petit peu sur notre faim, justement. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 livres. Je commence donc le mois de la fantaisie avec l'épouvanteur et un palais de colère et de brume. Donc je suis assez contente, en une semaine j'ai réussi à lire 2 livres déjà. C'est déjà pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous faites aussi le mois de la fantaisie et par quoi vous avez commencé. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.